Gilles, philosophe français, né à Paris en 1925, pardon. Dans le Larousse, dans, hein, Voilà, aujourd'hui on est en 88. Il change tous les ans. Ah bon, Avec Félix Guattari, il montre l'importance du désir et son aspect révolutionnaire face à toute institution, même psychanalytique. Et ils mettent comme œuvre démontrant tout cela l'Anti-Édipe en 72. Alors justement, puisque tu passes aux yeux de tous pour le philosophe du désir, je voudrais qu'on parle du désir. Alors le désir, c'était quoi exactement? Prenons la question le plus simplement du monde, quand l'Anti-Édipe... c'était pas ce qu'on a cru en tout cas. Je suis sûr, c'est pas ce qu'on a cru, même à ce moment-là, même je veux dire les gens les plus charmants qui étaient... Ça a été une grande ambiguïté, ça a été un grand malentendu, quoi, un petit malentendu, quoi, tout petit malentendu. Moi, je crois qu'on voulait dire une chose, mais vraiment très simple. Si, on avait bien une grande ambition, à savoir que, jusqu'à ce livre, quand on fait un livre, c'est qu'on prétend dire quelque chose de nouveau. Ben, on prétendait que, d'une manière ou d'une autre, les gens avant nous, ils n'avaient pas bien compris ce que c'était que le désir, c'est-à-dire... On faisait notre tâche de philosophe, on prétendait proposer un nouveau concept de désir. Mais dans les concepts, il ne faut pas que les gens, quand ils font pas de philosophie, croient que c'est très abstrait un concept. Au contraire, ça renvoie à des choses extrêmement simples, extrêmement concrètes. Ça, on le verra. Presque ça renvoie à... Il n'y a pas de concept philosophique qui ne renvoie à des déterminations non philosophiques. C'est très simple, c'est très très concret. Ben, on voulait dire la chose la plus simple du monde. On voulait dire, jusqu'à maintenant, vous parlez abstraitement du désir parce que vous extrayez un objet supposé être l'objet de votre désir. Alors vous pouvez dire, je désire une femme, je désire partir, faire tel voyage, je désire ceci, cela. Et nous, on disait une chose vraiment simple. Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose. Vous désirez toujours un ensemble. C'est pas compliqué. Et notre question, c'était, quelle est la nature des rapports entre des éléments pour qu'il y ait désir, pour qu'ils deviennent désirables. Je veux dire, je ne désire pas une femme, là j'ai honte de dire des choses comme ça, c'est Proust l'a dit, et c'est beau chez Proust. Je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme. Paysage qu'au besoin je ne connais pas et que je pressens. Et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire, mon désir n'aura pas abouti. Mon désir restera insatisfait. Là, je prends un ensemble à deux termes, femme, paysage, et c'est tout à fait autre chose. Quand une femme dit « je désire une robe, tiens, je désire ça, telle robe, tel chemisier », mais c'est évident qu'elle ne désire pas telle robe, tel chemisier dans l'abstrait. Elle le désire dans tout un contexte, qui est un contexte de vie à elle, qu'elle va organiser. Elle le désire en rapport avec non seulement un paysage, mais avec des gens qui sont ses amis, ou avec des gens qui ne sont pas ses amis, avec sa profession, etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul. Je désire bien plus, je ne désire pas un ensemble non plus, je désire dans un ensemble. Alors là, on pourrait revenir, c'est autant de fait, à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alcool, boire. Mais moi, ça n'a jamais voulu dire je désire boire, et puis voilà. Ça veut dire, ou bien, je désire boire tout seul en travaillant, ou bien boire tout seul en me reposant, ou bien aller retrouver les copains pour boire, aller dans tel petit café. En d'autres termes, il n'y a pas de désir qui ne coule, je dis bien qui ne coule dans un agencement.
Si bien que le désir, pour moi, ça a toujours été, si je cherche le terme abstrait qui correspond à désir, je dirais c'est constructivisme. Désirer, c'est construire un agencement, c'est construire un ensemble. L'ensemble d'une jupe, d'un rayon de soleil, d'une femme, d'une rue, voilà. L'agencement d'une femme, d'un paysage, d'une couleur. Voilà ce que c'est un désir. C'est donc construire un agencement, c'est construire une région. C'est construire, c'est vraiment agencer. Le désir, c'est du constructivisme. Alors, je dis, nous, l'anti-Édipe qui essayait de faire la... Oui. C'est justement parce que c'est un agencement que tu as eu besoin à ce moment-là d'être deux pour écrire, que c'est dans un ensemble qu'il fallait Félix, qui a surgi à ce moment-là de la vie d'écrivain. Est-ce que Félix, là, ça ferait aussi partie de ce qu'on aura peut-être à dire à propos de l'amitié, du rapport de la philosophie avec quelque chose qui concerne l'amitié? Mais sûrement qu'avec Félix, on a fait un agencement, oui, ça. Il y a des agencements tout seul, encore une fois, et puis il y a des agencements à deux. Félix, tout ce qu'on a fait avec Félix, c'est un agencement à deux, ou quelque chose passé entre les deux. C'est-à-dire, tout ça, c'est des phénomènes physiques. Hein. C'est comme une différence. Pour qu'un événement se passe, il faut une différence de potentiel. Bon, voilà. Pour qu'il y ait une différence de potentiel, il faut deux niveaux. Il faut qu'il y ait deux. À ce moment-là, quelque chose se passe. Un éclair passe, ou pas un éclair, ou un ruisseau, un petit ruisseau. Bien, et c'est du domaine du désir. Mais un désir, c'est ça, c'est construire. Construire. Or, chacun de nous passe son temps à construire. Chaque fois qu'il dit, pour moi, chaque fois que quelqu'un dit, je désire ceci, ça veut dire qu'il est en train de construire un agencement. Et c'est rien d'autre. Le désir, ce n'est rien d'autre. Tu attends toujours que Anna soit cadrée. Tu es cadré. Vas-y. Alors justement, est-ce un hasard si c'est parce que le désir s'éprouve, enfin existe dans un ensemble ou dans un agencement, qu'est l'anti-Édipe où tu parles du désir, où tu commences à parler du désir, et le premier livre que tu écrives avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec Félix Guattari? Oui. Non, tu as tout à fait raison. Sans doute il fallait qu'on entre dans cet agencement nouveau pour nous, écrire à deux, que chacun de nous deux n'interprétait pas, ne vivait pas de la même façon, pour que quelque chose passe. C'est-à-dire, et ce quelque chose qui passait, c'était finalement une hostilité, une réaction contre les conceptions dominantes du désir, les conceptions psychanalytiques, quoi. Il fallait être deux, il fallait Félix venant de la psychanalyse, moi m'intéressant à ces sujets, il fallait tout ça pour qu'on se dise qu'il y avait lieu de faire une conception constructive, constructiviste du désir, oui. Oui. Et est-ce que tu pourrais mieux, comme ça, définir assez rapidement, succinctement, comment tu vois la différence entre justement ce constructivisme et l'interprétation analytique? Bon, on voit bien, mais est-ce qu'il y a des... Oh, c'est tout simple. Moi, je crois que c'est tout simple. Je veux dire, notre opposition à la psychanalyse, elle est multiple. Mais quant au problème du désir, c'est que réellement, les psychanalystes, ils parlent du désir exactement comme les prêtres en parlent. Ça. C'est pas le seul rapprochement, c'est des prêtres, les psychanalystes. Ils en parlent sous quelle forme? Ils en parlent sous la forme d'une grande plainte de la castration, quoi. Castration, c'est pire que le péché originel, la castration. C'est une espèce de malédiction sur le désir qui est proprement effarante. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire, nous, dans l'anti-Édipe? Moi, je crois qu'il y a 3 points. Il y a 3 points qui s'opposent directement à la psychanalyse, quoi. Ces 3 points, c'est... Et là, pour mon compte, et je crois Félix non plus, Félix Guattari non plus, on n'a absolument rien à changer à ces 3 points. C'est que on est persuadé, ou on croit en tout cas, que l'inconscient
n'est pas un théâtre. C'est pas un endroit où il y a Édipe et Hamlet qui jouent éternellement leur scène. Hein. C'est pas un théâtre, c'est une usine, c'est de la production. L'inconscient, il produit. Il produit, il ne cesse pas de produire. Donc, ça marche comme une usine. C'est le contraire même de la vision psychanalytique de l'inconscient comme théâtre, où il s'agit toujours à Hamlet ou à Édipe à l'infini. Notre deuxième thème, c'est que le délire, qui est très lié au désir, quoi. Désir, c'est délirer d'une certaine manière, mais si vous regardez un délire quel qu'il soit, si vous regardez de près, si vous entendez un délire quel qu'il soit, il n'a rien à voir sur la psychanalyse en a retenu, c'est-à-dire on ne délire pas sur son père et sa mère, et on délire sur tout à fait autre chose, et c'est là qu'est le secret du délire, on délire sur le monde entier, c'est-à-dire on délire sur l'histoire, la géographie, les tribus, les déserts, les peuples, le climat, les races, les climats, c'est là-dessus qu'on délire. Le mot du délire, c'est je suis une bête à un nègre, le Rimbaud. C'est où sont mes tribus, comment disposer des tribus, survivre dans le désert, etc. Le désert est, le délire est géographico-politique. Et la psychanalyse, chaque fois, elle ramène ça à des déterminations familiales. Donc, je peux dire, là, je me sens, même après tant d'années de distance, après le anti-Édipe, je dis, la psychanalyse n'a jamais rien compris à un phénomène de délire. On délire le monde, on délire pas sa petite famille. Pour ça que tout ça, ça se recoupe. Quand je disais la littérature, c'est pas la petite affaire privée de quelqu'un. Ça revient au même, le délire aussi, c'est pas un délire sur le père et la mère. Hein. Et puis le troisième point, c'est que ça revient à ça, le désir. C'est que le désir, il s'établit toujours, il construit des agencements, il s'établit dans un agencement, il met toujours en jeu plusieurs facteurs. Et la psychanalyse ne cesse de nous ramener à un seul facteur, et toujours le même. Tantôt le père, tantôt la mère, tantôt, je sais pas quel, tantôt le phallus, etc. Elle a tout ignorant de ce qui est multiple, elle a tout ignorant du constructivisme, c'est-à-dire des agencements. Je prends des exemples. On parlait de l'animal tout à l'heure. Pour la psychanalyse, l'animal, bon, c'est une image de père, mettons. Un cheval, c'est une image de père. Bon, c'est faute du monde. Je pense à l'exemple du petit Hans. Hein. Le petit Hans, c'est un enfant sur lequel Freud donne son avis. Il assiste à un cheval dans la rue qui tombe. Et le charretier qui lui flanque des coups de fouet. Et le cheval qui rue, qui donne des coups de pied partout. Bon, avant la voiture, avant l'automobile, c'était un spectacle courant dans les rues. Ça devait être quelque chose pour un gosse. La première fois qu'un gosse voyait un cheval qui tombait dans la rue et qu'un cocher à moitié ivre essayait de relever un coup de fouet, mais ça devait être une émotion. Hein. C'était l'arrivée de la rue, c'était l'arrivée dans la rue, c'était l'événement de la rue, quoi, un événement sanglant parfois, tout ça. Et puis on entend, c'est les psychanalystes parler, enfin, image de père, etc. Mais c'est dans leur tête que ça va pas. Le désir, alors, que le désir a été concerné par un cheval tombe et est battu dans la rue, un cheval meurt dans la rue, etc. Mais c'est un agencement fantastique pour un gosse, c'est troublant jusqu'au fond. Hein. Autre exemple, je peux dire donc, là, autre exemple, on parlait de l'animal. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un animal? Mais il n'y a pas un animal qui serait une image de père. Les animaux, généralement, ça va par meute. C'est des meutes. Bon, c'est des meutes. Il y a un cas, moi, qui me réjouit beaucoup, c'est un texte que j'adore, c'est Jung, celui qui a rompu avec Freud après une longue collaboration. Jung, il raconte à Freud qu'il a fait un rêve d'ossuaire. Il a rêvé d'un ossuaire. Et Freud ne comprend rien à la lettre. Il lui dit tout le temps, si vous avez rêvé d'un os, c'est la mort de quelqu'un. Ça veut dire la mort de quelqu'un. Et
vraiment, Jung ne cesse de lui dire, je ne vous parle pas d'un os, j'ai rêvé d'un ossuaire, un ossuaire. Freud comprendra. Il ne voit pas la différence entre un ossuaire et un os. C'est-à-dire un ossuaire, c'est 100 os, c'est 1000 os, c'est 10 000 os. Ça, c'est une multiplicité. Ça, c'est un agencement. Ça, c'est, etc. Je me promène dans un ossuaire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est? Par où le désir passe? Dans un agencement, c'est toujours un collectif. Collectif, constructivisme, etc. C'est ça le désir. Hein. Alors, où passe mon désir parmi ces 1000 crânes, ces 1000 os? Où passe mon désir dans la meute? Quelle est ma position dans la meute? Est-ce que je suis extérieur à la meute, à côté de la meute, dans la meute, au centre de la meute? Tout ça, c'est des phénomènes de désir. C'est ça le désir. Mais cet agencement collectif, justement, comme l'Anti-Édipe est un livre qui a été écrit en 72, cet agencement collectif arrivé à point nommé après 68, c'est-à-dire que c'était toute une réflexion Tout à fait. de ces années-là, Ouais. et contre la psychanalyse qui continuait son affaire de petite Et rien boutique. le fait que dire, le délire, les races et les tribus, il délire les peuples, il délire l'histoire et la géographie, me paraît avoir été tout à fait conforme à 68. C'est-à-dire avoir là apporté, il me semble, un peu d'air sain dans tout cet air renfermé, malsain, des délires pseudo-familiaux. Les gens, là, on l'a bien vu que c'était ça le délire. Si je me mets à délirer, c'est pas pour délirer sur mon enfance, non, là aussi, sur ma petite affaire privée. On délire, le délire est cosmique. On délire sur la fin du monde, on délire sur les particules, sur les électrons, et pas sur papa, maman. Évidemment.